Bien, je vous laisse vous installer, s'il vous plaît. Pardon de vous avoir fait attendre, mais nous avons beaucoup de choses à nous dire et d'ailleurs nous allons poursuivre ensuite après le point presse, mais nous ne voulions pas vous faire attendre plus longtemps. Monsieur le ministre, cher Boris, heureux de t'accueillir ici à la base aérienne d'Évreux pour un moment important, je vais y revenir, qui mène évidemment à des travaux précis sur un projet précis. Mais je tiens à témoigner que depuis ta prise de fonction, tu marques une attention particulière dans la relation franco-allemande, à tel point que tu as même affronté le mauvais temps de ce mois d'août en Bretagne, on peut le révéler devant la presse, qu'à chacune de nos rencontres, nous avons des objectifs communs de faire avancer évidemment nos différents projets, que cette visite ici sur la base aérienne 105 d'Évreux, évidemment, elle a une saveur particulière parce que on parle beaucoup de la brigade franco-allemande, mais il y a évidemment aussi l'aventure de l'escadron de transport qui fonctionne bien, escadron mixte, sur une fonction essentielle. D'ailleurs, on le voit bien que la question des mobilités militaires sont un enjeu majeur, y compris au sein de l'OTAN, y compris avec la multiplication des crises. Cet escadron a encore été sollicité il y a quelques jours, voire même quelques heures, pour acheminer de l'aide humanitaire en Libye. Et donc on a ici un partenariat opérationnel, évidemment, qui est absolument indispensable. Et puis évidemment, parce que je t'accueille à domicile, j'ai grandi dans ce département. Les habitants de ce territoire m'ont élu par 2 fois président du département. J'étais maire de Vernon, non loin d'ici. Et donc évidemment, au-delà de ce que nous faisons avec cet escadron ici, il y a évidemment une relation plus particulière, plus amicale que de le faire dans une base aérienne qui a de l'avenir. Je remercie le colonel commandant la base ainsi que l'ensemble des aviateurs, officiers, sous-officiers et l'ensemble des personnels de la base civile ou militaire qui nous accueille, qui est une base qui ne cesse de se renforcer dans le temps, qui est une base qui a différentes missions, différentes fonctions. Certaines sont particulièrement importantes pour la République et dont d'ailleurs nous allons procéder à son renforcement encore dans les temps qui viendront et dans les années qui viennent, puisque c'est globalement près de 200 millions d'euros qui seront alloués ici pour l'avenir de cette base aérienne en différents travaux pour l'avenir. Alors, évidemment, nous avions, au-delà de l'escadron de transport mixte, un dossier à l'ordre du jour en particulier, qui est le projet dit de MGCS, de chars du futur. Nous aurons l'occasion dans un instant de continuer nos conversations sur d'autres éléments d'actualité, sur lesquels évidemment Berlin et Paris sont largement mobilisés. Mais il est clair qu'en dépit des crises, du Niger à l'Ukraine, en passant par l'Indo-Pacifique, nous avons un devoir, c'est de préparer l'avenir. Et que d'ailleurs, c'est le piège un peu dans lequel nous sommes en ce moment, c'est d'être complètement capturé par la gestion des crises au quotidien. Mais pour autant, nous avons un certain nombre de décisions à prendre dans les semaines qui vont venir sur un certain nombre de grands programmes, en l'occurrence des programmes d'équipement, des programmes capacitaires, comme nous l'avions fait d'ailleurs il y a maintenant de cela quelques mois sur le SCAF, le futur avion de chasse, successeur pour nous du Rafale, et que là évidemment la question se pose de l'avenir de notre cavalerie blindée. Et donc, au fond, la nouvelle ère qui va s'ouvrir après l'aventure du Léopard pour les uns et la nouvelle ère qui va s'ouvrir après l'aventure du Charles Leclerc pour nous autres Français. Nous nous sommes vus le 10 juillet dernier à Berlin. Tu es avec nous aujourd'hui. Je serai à mon tour en Allemagne les 9 et 10 octobre prochains pour le séminaire franco-allemand dans lequel nous aurons de nouveau un temps bilatéral. Et donc, on va garder ce rythme de rencontres quasiment mensuelles pour arriver justement à tenir les délais des différents projets dans lesquels nous sommes engagés, et ce qui nous permet à chaque fois de donner des différents mandats à nos équipes, civiles comme militaires, et d'en assurer et d'en assumer évidemment le portage politique. Mesdames et messieurs, depuis le 10 juillet dernier, le besoin opérationnel de ce que va être notre futur char a largement été précisé et documenté. C'est le sens des documents qui viennent d'être signés par le chef d'état-major de la Bundeswehr et le chef d'état-major de l'armée de terre française, en présence du major général des armées que je salue et de la DGA. Que ce document, il a une vertu stratégique. Il vient commencer à préfigurer de ce que va être le cahier des charges, puisque on parle beaucoup des industries, mais la réalité, c'est que ce sont les 2 États qui sont évidemment porteurs du projet sur le terrain politique et diplomatique, mais ce sont aussi les 2 États qui seront les clients, les acheteurs.
évidemment, pour nos propres armées de ce nouveau char. Et donc, on voit bien qu'on a des grands attendus qui se dégagent, et ce document montre à quel point, au fond, ce n'est pas un nouveau Léopard, et ce n'est pas un nouveau Leclerc. Et ça, les choses sont particulièrement édifiantes, tant les ruptures technologiques vont être brutales, importantes, déterminantes pour le succès des armes de nos deux pays, mais aussi d'ailleurs de nos alliés, et évidemment aussi des succès à l'exportation, parce que nous devons déjà nous projeter sur un char qui, évidemment, trouve un public. Pour en dire quelques mots, peut-être, du document qui vient d'être signé, nous nous sommes répartis les tâches avec Boris pour nous adresser à vous. Il faut déjà comprendre que ce char n'est pas un objet seul. Ça sera, au fond, un système de plusieurs modules qui constituera une fonction de cavalerie blindée avec évidemment des modules qui seront différents puisque certains seront habités, d'autres ne seront pas habités, dronisés, et d'autres enfin pourraient être habitables, c'est-à-dire en fonction du choix stratégique et opérationnel qui sera opéré. On voit bien aussi que cette nouvelle génération de chars devra emporter une fonction de feu classique, parce que à horizon de 2040, 2045, il va sans dire que la fonction de feu classique n'aura pas disparu, mais il faudra aussi y adjoindre des fonctions de feu plus modernes, en rupture, là aussi importantes, armes à énergie dirigée, feu électromagnétique, guerre électronique, laser, autant de technologies qui d'ailleurs aussi seront utiles pour d'autres équipements de nos armées, puisque là ce sont aussi des briques de technologie qu'il nous faut évidemment pousser, sans oublier que tout ça amène aussi au rôle de l'intelligence artificielle dans le combat terrestre de demain. On en a discuté, c'est un point clé en matière de renseignement, en matière de planification d'état-major, d'aide au commandement, autant de sujets sur lesquels la coordination des feux dans un combat connecté. Donc là, évidemment, l'intelligence artificielle sera largement convoquée. Et puis aussi les protections. Et tout ça, au fond, mais je sais que tu y reviendras, c'est un des grands retours d'expérience de ce que nous constatons en Ukraine. Protection du char ou des combattants, c'est la question du blindage avec le bon niveau d'équilibre qu'il faut trouver en fonction des plateformes. C'est la dimension de la défense dite réactive, le hard kill. Les drones, là encore, pour protéger le char, et évidemment tout le sujet de la menace cyber pour avoir non seulement des technologies qui sont évidemment à la pointe, mais qui ne sont pas vulnérables d'attaques cyber. Donc en fait, on le voit bien, on est sur des ruptures qui sont assez profondes. Depuis le 10 juillet, la méthode aussi entre nos deux équipes s'est affinée. Et nous y avons veillé, y compris pendant le thé au téléphone. Et au fond, permettez-moi de vous rappeler quelques ingrédients qui vont nous permettre justement de mener à bien ce projet MGCS auquel nous tenons particulièrement. Je l'ai dit déjà, ce sont les États qui pilotent. Ça veut dire que nous sommes dans une phase dans laquelle ce sont nos deux équipes, la DGA, Emmanuel Kiva et Thierry Carlier sont ici, le secrétaire d'État Bénédicte Zimmer est ici également présent et je le salue, et qui vont justement veiller aux intérêts des deux États clients, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, en y associant évidemment, avec une méthodologie qu'il nous faudra arrêter, nos différents industriels. La deuxième des choses, c'est qu'on a un référentiel, désormais c'est le SCAF. Et pour vous parler très librement, notamment devant des aviateurs, c'est un référentiel pour ce qui a fonctionné, c'est aussi un référentiel pour ce que l'on peut améliorer. Parce que ici ou là, parfois, dans les définitions des différentes responsabilités, un peu de lest a pu s'installer. Et donc, pour le coup, avec Boris, on a décidé d'en tirer justement une conclusion et que ce système par piliers, mais tu y reviendras dans un instant, est un bon modèle et qu'il permet aussi de clarifier la responsabilité de chacun des États et derrière des industriels. Que tout cela, évidemment, se fait toujours à 50-50, mais il y a quand même un principe de leadership. L'Allemagne est évidemment le leader pour la constitution et le projet de MGCS, là où la France est le leader pour le projet du SCAF, et que derrière, bien sûr, ces différents piliers trouveront un équilibre, comme je viens de l'indiquer, à 50-50. Donc, au fond, les choses avancent bien. On veut un calendrier souple et réaliste qui, merci beaucoup, je le disais il y a quelques instants, merci Boris, nous amènera évidemment à des horizons 2040-2045 et un rétro-planning d'ici là que le ministre de la Défense allemand détaillera.
Autre point évidemment sur lequel nous souhaitons aussi être intraitables, puisque c'est un grand retour d'expérience de ce qui s'est passé en Ukraine, c'est évidemment le soutien, le maintien en conditions opérationnelles et le coût de ce soutien, où il est évident que la nouvelle génération de chars devra aussi maîtriser ses coûts, puisqu'on le voit bien, dans une logique de haute intensité, la question du maintien en conditions opérationnelles est absolument clé, et la question de la soutenabilité budgétaire de ce maintien en conditions opérationnelles, pour moi, en tout cas pour nous, nous le sommes dit, c'est une évidence, sera un des éléments absolument majeurs dans les choix qui devront être faits. En tout cas, merci pour cette visite ici à Évreux, mon cher Boris, à mon tour de venir en Allemagne au début du mois d'octobre et de continuer à arrêter les grands jalons de ce projet sur le calendrier que tu vas détailler dans un instant. Mesdames et Messieurs, cher Sébastien, d'abord, merci beaucoup de ton invitation à Évreux. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici en France, seulement 3 semaines après avoir terminé mes vacances en France. Alors, c'est presque comme en vacances. Merci beaucoup pour ça. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Einladung. Freue mich vor allen Dingen, dass ich die Kameradinnen und Kameraden der Staffel kennengelernt habe hier in Évreux. Sie leisten echte Pionierarbeit in einem wichtigen Bereich, nämlich dem der Unterstützung der Spezialkräfte durch das, was sie tun, nämlich den Lufttransport schnell, effektiv und sicherzustellen. Und das tun sie bilateral und auf der Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft. Und ich habe mich sehr gefreut, Ihnen hier allen zu begegnen. Bedanke mich für die Aufbauarbeit, die Sie hier in den letzten Jahren geleistet haben, und für das, was jetzt aktuell ansteht, wünsche ich Ihnen viel Glück und immer eine sichere Heimkehr. Zu unserem eigentlichen Thema. Ich fange mal mit einer persönlichen Bemerkung an, weil die vieles erklärt. Wenn man neu ins Amt kommt, so wie ich vor jetzt knapp 8 Monaten, du warst schon etwas länger im Amt, dann lernt man seine Kolleginnen und Kollegen kennen und die großen Projekte oder auch die kleinen, die es dann jeweils bilateral oder multilateral gibt. Und wenn ich eins ohne jede Übertreibung sagen kann, dann du warst der Erste, mit dem ich gesprochen habe. Noch am Tag meiner Vereidigung, eine halbe Stunde nach meiner Vereidigung haben wir telefoniert, noch bevor ich Lloyd Austin empfangen habe. Das war kein Zufall. Ich wollte damals schon zum Ausdruck bringen, wie wichtig mir die deutsch-französische Zusammenarbeit ist, aus inhaltlichen Gründen. Nicht nur, weil mir an Frankreich liegt und meiner Beziehung zu diesem Land und zu der Sprache und zu den Menschen und zu der Küche und zu dem Wein, sondern natürlich vor allem, weil es viele inhaltliche Schnittmengen gibt. Und als wir uns das erste Mal dann begegneten, kann ich sagen, das war, wie es in dem berühmten Film Casablanca mit Humphrey Bogart heißt, in der Schlussszene des Films, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir haben uns nämlich sehr schnell zusammengefunden, und das ist keine Übertreibung. Wir telefonieren, wir schreiben, wann immer es nötig ist, und halten den engen Kontakt. Und das erklärt schon, warum wir heute weiter sind in diesem Projekt, als wir es vor einem Jahr waren. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist wichtig, dass wir beide vorangehen, Verantwortung übernehmen, aber auch immer wieder den Willen erklären, wir wollen dieses Projekt, und wir wollen dieses Projekt als Erfolgsprojekt. Also von daher vielen Dank für die tolle Kooperation. Wir haben gerade die Unterschriften gesehen, die die beiden Chefs unserer Heere geleistet haben, unter etwas, was technisch eine Art Fähigkeitenforderung ist. Fähigkeitsanforderung. Etwas, was aufbaut auf dem Fähigkeitsprofil, was schon vor ein paar Jahren erstellt worden ist, was aber angepasst worden ist an die neue Realität, in der wir leben und den Lektionen, die wir lernen, gerade aus dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und diese Fähigkeitsanforderungen sind jetzt so konkret, wie sie noch nie waren, und so konkret, wie sie sein können für ein Zukunftsprojekt, das erst in knapp 20 Jahren rollen wird. Und deswegen ist das ein Meilenstein, ein wichtiger, der aber jetzt im Grunde genommen die kommende Arbeit erst ermöglicht. Wir werden uns jetzt bis Dezember miteinander verständigen darüber, wie sehen die einzelnen Säulen aus und wer hat bei welcher Säule den Hut auf, also welche Flagge kommt an welche Säule, um zu dokumentieren, wer hat das Lied, wer hat die Verantwortung überwiegend in dem einen oder in dem anderen technischen Bereich.
Und das ist ganz wichtig, weil Sebastian hat es gesagt, wir sind die Auftraggeber, wir sind die Kunden und wir werden festlegen, was wir wollen. Aber um das festlegen zu können, müssen wir uns darauf verständigen. Und das ist nicht banal. Wir reden, Sebastian hat es ausgeführt, über ein echtes Zukunftsprojekt. So manche Technologie, die dort dann am Ende zum Einsatz kommt, ist heute noch gar nicht ausgereift oder gibt es noch gar nicht. Das heißt, es ist ein immer fortwährender Prozess und deswegen ist die Präzision bei den Fähigkeitsforderungen so wichtig und vor allen Dingen der darauf aufzubauende Konsens über das, was wir wollen. Und danach wird es im neuen Jahr dann in die Verhandlungen mit der Industrie gehen. Und ja, die Industrie wird uns ihre eigenen Interessen auf den Tisch legen. Und das ist legitim, aber wie weit wir uns darauf einlassen, hängt davon ab, was wir vorher im Konsens als unseren Willen definiert haben. Und deswegen ist dieser Schritt so enorm wichtig. Und ich bin den beiden Chefs der Heere, Herrn General Schill und Herrn General Mais, sehr, sehr dankbar für die Mühen, die da drin stecken in den letzten Wochen. Ich will erinnern, unser letztes Treffen, du hast es gesagt, war am 18. Juli, also so lange her noch gar nicht. Vielen Dank, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir heute machen. Der mag dem einen oder anderen Beobachter draußen nicht so wichtig erscheinen, aber ist es für das Projekt, weil wir lange, ich will nicht sagen Stillstand hatten, aber lange ein verlangsamtes Tempo. Und wir beide bemühen uns jetzt gerade hier, die Bremsen zu lösen und entsprechend Tempo zu machen bei diesem Projekt, schlicht und ergreifend, weil es notwendig ist. Und ich weiß ja, dass es in Europa immer wieder Menschen gibt aus unterschiedlichen Beweggründen, die gerne sich daran ergötzen oder den Eindruck erwecken wollen, es gäbe irgendwelche Brüche in der deutsch-französischen Freundschaft oder in unserer Beziehung. Ich kann das immer nicht so sehen, wie andere das beschreiben wollen. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit exzellent ist, aber auch unter Freunden muss man immer wieder sich zusammenraufen, immer wieder sich konzentrieren auf das, was wichtig ist und dann den nächsten Schritt machen und auf der Basis, die wir haben, Deutschland und Frankreich, aber auch wir beide, wird uns das gelingen. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel und freue mich auf die nächsten Wochen. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Boris. Est-ce que la presse a des questions? Alors, un micro va circuler, j'imagine, pour la traduction. Voilà. Merci beaucoup, adjudante. Merci, Gregor Waschinski, der Handelsblatt. Herr Minister Pistorius, die deutsche Rüstungsbranche hat sich ja auf europäischer Ebene mit anderen Partnern auf EU-Fördermittel beworben und die französische Rüstungsseite KNDS Nexter ist bislang nicht dabei. Wünschen Sie sich, dass KNDS Nexter sich auch dieser Gruppe anschließt? Et Monsieur le Ministre, est-ce que la France souhaite que son industrie de défense se joigne à ce groupe d'ici novembre? Je commence. Merci de me permettre de clarifier un certain nombre de choses sur cet appel à projet, puisque avec Boris, nous avons été un peu surpris de voir des commentaires ici ou là tenter de créer une rupture ou une concurrence entre le projet MGCS que l'Allemagne et la France mènent actuellement et cet appel à projet. Bon, déjà, Thierry Breton et la Commission européenne, avec le FED, le Fonds européen de défense, sont dans leur rôle à imaginer régulièrement des appels à projets qui permettent d'essayer de créer des consortiums, d'essayer de financer de l'innovation. Bon, et ça, c'est une bonne chose. Suffisamment de personnes critiquent l'Europe pour ne pas saluer quand un commissaire européen et une commission européenne, justement, prennent des risques pour ce faire, et le commissaire Breton le fait sur de nombreux sujets, donc c'est une bonne chose. Première remarque. Deuxième remarque, ça reste un appel à projet pour de la recherche théorique. On parle de 30 millions d'euros. Je rappelle que l'enveloppe de la loi de programmation militaire française pour le MGCS, que pour le MGCS, je ne parle même pas de la rénovation à mi-vie du Charles Leclerc, c'est 500 millions d'euros, un demi-milliard d'euros, que pour la partie française. Et en face, évidemment, nos amis allemands aussi investissent massivement. Donc 30 millions d'euros pour de la recherche conceptuelle, en quelque sorte, essayer de travailler sur des briques de technologie. Et là, vous avez un projet industriel, opérationnel, endossé par les deux plus grandes armées de terre de l'Union européenne. Pour remettre un tout petit peu les choses aussi à leur place.
Troisième chose, puisque c'est une initiative de la Commission, je la trouve bonne, mais ça ne m'empêche pas, en tant que ministre des Armées de la République française, de former un vœu sur le devenir de cette initiative. Je pense que pour que ça ait du sens, il faut que cela fasse émerger des briques de technologie qui soient utiles à tous les États membres. Et que, justement, ce que nous faisons là est le vrai effet de levier pour avancer. Après que la Commission soit capable de financer et de faire dégager des briques de technologie dont chaque État membre, dont l'Allemagne et la France, peuvent ensuite emprunter et l'incorporer dans nos programmes, c'est le sens de ce que doit faire l'Union européenne. Mais on ne va pas se raconter d'histoire entre nous. On s'approche des élections européennes et dans nos deux capitales respectives, certains font de la politique. Et lorsque cet appel à projet est sorti, comme il en existe beaucoup régulièrement menés par la Commission européenne, je le disais, tout le monde s'est jeté là-dessus en disant « mais vous voyez, c'est un projet concurrent au MGCS. Si des entreprises allemandes ont répondu, ça veut dire que les Allemands sont en train d'imaginer un autre plan que le MGCS, etc. » Bon, le ministre a répondu plusieurs fois dans la presse. Je le fais aujourd'hui devant vous. Est-ce que des entreprises françaises répondront demain à l'appel à projet sur la base du Fed? Peut-être, je le souhaite, mais j'ai envie de dire, peu importe. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et je le redis, 30 millions d'euros d'un côté, c'est bien, mais enfin, ça dit déjà quelque chose. Un demi-milliard d'euros pour la seule contribution de la France à la réflexion du char de demain. Puis alors, dernier commentaire, qu'on le veuille ou non, tout projet de char, mais c'est valable aussi pour l'aviation d'ailleurs, et le SCAF évidemment répond à cet enjeu, tout projet de char devra s'adosser sur le besoin opérationnel des deux armées de terre. Si c'est la rupture technologique qui crée le besoin opérationnel, parfois c'est vrai, mais parfois c'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que le document qui a été signé par les deux chefs d'état-major de l'armée de terre, il constitue le cadre qui commence à ressembler, à sentir bon, le cahier des charges de préfiguration de ce que pourra être demain justement le MGCS. Et ça, c'est un enjeu de méthode important parce que nos deux armées de terre sont évidemment très engagées, mais c'est aussi l'enjeu de l'interopérabilité de demain. On l'a constaté avec le C-130J et les équipages qui sont ici sur le secteur de l'aviation de transport. Et ça, c'est évidemment important. Ich antworte auch gerne darauf. Also es ist alles, aber kein Konkurrenzprojekt für MGCS. Es ist eine von der Europäischen Union ins Leben gerufene Idee, so würde ich es mal bezeichnen. Und wie das dann so ist, ich bin jetzt nicht der Pressesprecher der deutschen oder der Rüstungsindustrie anderer europäischer Nationen, aber wie das dann so ist, um bei einem Projekt nicht zu spät zu kommen, bewirbt man sich um eine Teilnahme. So würde ich das hier auch interpretieren, das, was die deutsche Industrie gemacht hat. Übrigens andere auch, andere Länder auch. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo da das Problem liegt, weil es eben keine Konkurrenz ist. Wir sind weiter, wir sind konkreter und ich glaube, dass sich sehr schnell diese Frage dieses anderen Projekts erledigen wird, eben weil es eine Studie ist zur ersten Überlegung. Da sind wir schon viel konkreter und unsere Zielvorstellung ist, wenn unser Projekt erfolgreich ist, wenn wir im nächsten Jahr hoffentlich nächstes Jahr den entscheidenden Schritt machen für die Vertragsunterzeichnung, dass dann der Weg frei ist, auch für andere mit einzusteigen, also diese neue Technik dann auch zu übernehmen, weil das muss ja das Ziel sein am Ende, dass wir in Europa möglichst mit einem oder mit wenigen Systemen arbeiten und das wäre großartig, wenn es dann das deutsch-französische Erfolgsprojekt MGCS wäre. Das muss unser Ziel sein, im Sinne der Interoperabilität, im Sinne der gemeinsamen Praxis, des gemeinsamen Übens, der gemeinsamen Wartung und Instandsetzung, all das, was wir in anderen Bereichen ja teilweise schon machen, aber noch nicht in genügend. Von daher sehen wir das ganz entspannt und ich bin sicher, dass uns das in keiner Weise in die Parade fahren wird. Und die Bundesrepublik Deutschland ist daran übrigens nicht beteiligt, sondern das sind nur die Konzerne. Wir haben da keinerlei Finger drin. Merci, bonjour, Romain Mialcarec, indépendant. Une première question pour Monsieur Pistorius. Est-ce que vous avez, vous, des éléments budgétaires déjà arrêtés sur le financement du MGCS de la même manière que la LPM en France? Et une deuxième question, je rebondis sur ce que vous venez de dire, mais la question s'adresse à tous les deux. Est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations d'État intéressées pour intégrer le projet au-delà de la simple politesse? Merci.
Ja, natürlich haben wir Mittel etatisiert für die folgenden Jahre, das versteht sich von selbst. Es gibt auch Interessenten anderer Länder, da müsste ich aber jetzt mal gerade hier zu meinen Leuten gucken, welche das gewesen sind. Können wir das nennen? Italien, Niederlande, also es gibt Länder, die Interesse haben und die natürlich auf die weiteren Fortschritte, die wir erzielen, jetzt warten. Und viele andere höre ich gerade. Et d'un mot, il existe un statut dans ce genre de coopération. Nous l'avions fait pour le SCAF d'ailleurs, et c'est effectivement ce que nous faisons sur le MGCS, c'est le statut dit d'observateur, qui est un moyen au fond de commencer à agréger, sachant que les deux chefs d'état-major de nos armées de terre ont eu des discussions avec l'armée de terre italienne, puisque là aussi évidemment il y a des interopérabilités. Et pardon de ce bon sens, mais vous voyez qu'on est dans un dialogue tout simplement avec nos voisins immédiats, ce qui sur le segment de la cavalerie blindée tombe sous le sens. Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. J'aurais une première question sur les piliers que vous avez mentionnés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur combien de piliers, quelle nature? Est-ce qu'il y a déjà des indications? Une question pour vous, Monsieur Pistorius. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité entre le MGCS et un successeur au Léopard 2? Est-ce qu'il y a un marché pour deux chars de combat? Et si je peux, une question d'actualité sur le Haut-Karabakh. Est-ce que vous avez des indications sur les civils sur place, leur situation et les suites de ce conflit? Merci. Tu commences avec Karabakh? Très clair. Je renvoie évidemment sur le Haut-Karabakh à ce qui a été dit par le ministère des Affaires étrangères. La situation est évidemment suivie de très très près. Le président de la République a eu l'occasion d'avoir différents protagonistes du dossier au téléphone. Vous savez à quel point, en plus, nous sommes mobilisés sur la sécurité de cette région d'Europe. Ce qui nous rappelle aussi quand même que cette guerre en Ukraine, pour ceux qui en douteraient encore, produit des dérèglements importants, en tout cas les encourage, et crée des enjeux de sécurité qui peuvent toucher des pays qui sont évidemment pas membres de notre alliance atlantique ou membres de l'Union européenne, et que nous devons évidemment en prendre soin. C'est vrai aussi pour la sécurité de l'Arménie en tant que telle, sur lequel, moi, depuis que j'ai été nommé ministre des Armées, avec l'autorisation du président de la République, j'ai entrepris un renforcement de la relation bilatérale. J'ai même ouvert une mission de défense à Erevan, il y a de cela maintenant quelques mois. On a un dialogue opérationnel un dialogue avec l'Arménie sur leurs besoins opérationnels en matière de défense, parce qu'on ne peut pas évidemment être sourd et aveugle sur les enjeux de sécurité, et comparaison n'est pas raison, mais c'est aussi pour cela que je serai en Moldavie lundi prochain, puisque là aussi, voilà un pays qui peut connaître des effets de débordement de sécurité liés à la situation que nous connaissons. Voilà. Après, je renvoie sur le Haut-Karabakh en tant que tel et sur la situation des civils à la ministre des Affaires étrangères, dont c'est la responsabilité. Sur les piliers, d'un mot sur les piliers, beaucoup de choses sont, mais je laisse peut-être Boris le faire. Le SCAF est un bon modèle. Il donne donc lieu à une méthodologie par pilier qui permet derrière d'accrocher des drapeaux sur ces piliers et surtout d'affiner clairement sur les effets pas industriels justement, sur les effets opérationnels que l'on attend sur chacun des piliers. Ce qui aide ensuite chaque DGA ou chaque ministère des deux pays à justement affecter un champ de responsabilité. Est-ce que le travail est bien avancé? La réponse est oui. Est-ce qu'il est suffisamment avancé pour en parler devant la presse? À ce stade, la réponse est non, parce qu'en même temps, la méthode aussi que nous avons arrêtée avec Boris, c'est aussi que les deux gouvernements et les deux États soient d'accord, ce qui permet derrière d'avoir une méthodologie beaucoup plus claire aussi vis-à-vis de nos industriels, mais Boris va compléter. In der Tat, zu den Säulen ist damit alles gesagt. Die Säulen, es gibt Vorschläge für diese Säulen, aber ich würde das jetzt auch nicht hier im Detail ausbreiten wollen. Darüber wird jetzt genau in den nächsten Wochen und Monaten zu sprechen sein, sowohl wie viele Säulen sind es, wie sind sie definiert und welche Flagge, Deutsch oder Französisch kommt drauf. Das wird die Arbeit der nächsten Wochen sein. Und zur Frage nach dem Leopard, das ist ja genau der Punkt in der öffentlichen Debatte. Wir reden eben nicht über eine Fortentwicklung von Leopard oder Leclerc, sondern wir reden über ein völlig neues System, das den Leclerc und den Leopard ablösen wird und nicht verlängern oder updaten wird. Das ist, glaube ich, nochmal die entscheidende Botschaft. Wir reden nicht über eine Verlängerung von Leopard oder Leclerc.
Oui, bonjour, Michel Cabirol de la Tribune. Les armées françaises et allemandes ont des concepts assez différents dans le combat terrestre. Et ma question est de savoir comment vous avez fait pour rapprocher, pour harmoniser les besoins capacitaires du MGSS pour les deux armées. Je commence, Boris ou... Comme tu veux. En 2 mots. Vas-y. Tu es l'invité. Das ist ja genau eine der Kernfragen, um die es geht. Die gemeinsamen Fähigkeitsforderungen zu formulieren. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt erledigt haben. Und natürlich wird es Unterschiede geben, wenn es um die Frage der Taktik im Kampf geht, die Taktik des Einsatzes der Verbände geht. Da wird es Unterschiede geben, aber genau dem soll ja der modulare Aufbau des neuen Systems MGCS Rechnung tragen, dass man eben auf einer Plattform verschiedene Systeme unterschiedlich ausgeprägt zum Einsatz bringen kann. Genau das ist ja der Schlüssel für dieses Projekt. En complément, évidemment, complètement en ligne avec Boris, mais aussi avec Ben Wallace dans ses fonctions de secrétaire d'État à la Défense de Grande-Bretagne. Il a démissionné il y a maintenant de cela quelques jours, avec Guido Crosetto, le ministre de la Défense en Italie. Nous sommes quelques-uns à considérer que la question de l'interopérabilité au sein de l'OTAN est un sujet qu'il faut faire remonter dans les priorités de l'Alliance Atlantique dans les prochaines années. Et au fond, cette interopérabilité, elle a bien fonctionné pendant la guerre froide, mais on a repris quelques habitudes qui nous sommes éloignés justement de ces standards dans les années 90 et dans les années 2000. Souvent d'ailleurs pour des raisons industrielles, pour être complètement honnête et transparent. Et on le voit bien, l'aide à l'Ukraine a révélé ça. C'est qu'en fait, ce sont nos amis ukrainiens qui se sont retrouvés avec différentes sortes de typologies d'artillerie, de diamètre d'obus, de pièces détachées pour le maintien en conditions opérationnelles. Bon, dans une alliance comme la nôtre, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, celles et ceux, notamment à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en France, qui non seulement critiquent l'appartenance de la France à l'OTAN, et en plus critiquent des partenariats comme les nôtres sur le MGCS, c'est du suicide tactique et c'est du suicide stratégique que de vouloir se mettre sur une île. Bon. Et je remercie le travail qui a été fait par les 3 chefs d'état-major d'armée en France, parce que c'est vrai pour l'armée de terre. Pierre Vendier l'a fait comme chef d'état-major de la marine, et Stéphane Mille, qui a dû nous quitter, mais l'a fait comme chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est de reprendre au fond toutes les fonctions. Alors ça, c'est pas la tactique ou la technique opérationnelle sur le terrain, mais c'est de se dire au fond, sur les différentes capacités, est-ce qu'on ne peut pas refaire un bouger pour regagner en interopérabilité, y compris sur le MCO. Et ça, pour moi, c'est un point clé pour le MGCS. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou, y compris potentiellement sur le fait de faire un bouger par rapport à ce que l'armée française pouvait avoir jusqu'à présent pour aller vers une plus forte homogénéité. Ça, je pense que c'est clé, sans quoi on se paye de mots. Et on arrête de dire alors qu'on a tiré des conclusions de ce qui se passe en Ukraine, dès lors qu'entre alliés, on a justement eu beaucoup de difficultés à coordonner le soutien. C'est comme ça que Boris a lancé la coalition Léopard pour justement permettre ce soutien-là. C'est comme ça que nous le faisons sur l'artillerie pour le canon César ou sur la défense solaire. Mais objectivement, si nos armées étaient engagées dans un combat de haute intensité, on serait quand même bien tenu d'améliorer cette interopérabilité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'armée allemande et l'armée française n'auront inévitablement pas toujours les mêmes théâtres et les mêmes doctrines. Je l'ai souvent dit pendant les débats de la loi de programmation militaire, c'est notre histoire, c'est des fonctionnements qui sont différents. Et d'ailleurs, pardon, mais personne ne vous a parlé de fusion des 2 armées de terre, personne ne vous parle de missions qui sont forcément communes. Ce qu'on fait là, un escadron mixte, n'est pas du tout une atteinte à la liberté, à la souveraineté de l'Allemagne ou à la souveraineté de la France dans la conduite des opérations. En revanche, pour se dire les choses, il n'y a pas beaucoup de schémas dans lesquels les adversaires de l'Allemagne ne seraient pas les adversaires de la France. Compétiteurs, pour reprendre l'expression consacrée. Et donc, on voit bien que ces projets capacitaires ne doivent pas être des projets industriels. En tout cas, s'ils ne sont que des projets industriels, ils seront voués à une forme d'échec. Ils pourront fonctionner, mais ça ne sera pas le résultat que nous attendons. Et dans le moment de vérité auquel les Européens sont confrontés en matière de sécurité, il est très clair qu'il n'y a pas beaucoup de schémas dans lesquels nos intérêts ne convergent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et même mieux que ça. Les pays alliés
pour lequel demain nous serions susceptibles de vendre ce MGCS à l'export seraient forcément des pays dans lesquels il y aurait là aussi des intérêts stratégiques convergents, ça serait des alliés. On ne peut pas dire qu'on tient compte de l'Ukraine et en même temps ne pas aller jusqu'au bout du raisonnement pour les programmes capacitaires qui n'existent pas encore mais que nous sommes en train justement de d'écrire, de conceptualiser, de lancer, de financer et de baptiser. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, Mathieu Lignot pour France 5. Petite question, vous avez dit que le rythme avait ralenti du programme. À quoi étaient dus ces ralentissements? Est-ce que c'est des ralentissements du côté politique ou des ralentissements du côté industriel? Et est-ce que votre rencontre en juillet a fait avancer les choses sur ces sujets? Alors, comme l'a dit Boris, on est encore relativement neuf dans le métier, même si c'est un métier dans lequel on vieillit assez vite. La réalité, c'est qu'il ne faut pas opposer les projets entre eux, mais le SCAF a occupé beaucoup les deux équipes. Et quand j'ai été nommé ministre des Armées en mai 2022, il y avait le dossier du SCAF, le dossier du MGCS. Et objectivement, avec la prédécesseur de Boris, nous avons fait un choix qui est un choix de méthode, en se disant, plutôt que d'avancer sur tout en même temps, moyennant quoi on avance trop lentement, on va reprendre sujet après sujet. Ce qui nous a permis de valider la phase dite 1B du SCAF, qui va nous emmener vers 2026, pour faire vite, pour avoir un démonstrateur. Chemin faisant, c'était la première étape. Ensuite, je suis honnête, j'attendais d'avoir une programmation militaire votée au Parlement. Parce que la réalité, c'est que tout ça, c'est bien sympathique, mais si vous n'avez pas de crédit pour les financer, très vite, c'est un vœu pieux et on ne rentre pas dans le concret. Et donc, par définition, le travail qui a été mené aussi au printemps dernier jusqu'à l'été, c'était quand même de sanctuariser des crédits. On n'est pas dans la même situation vis-à-vis du partenaire allemand ou vis-à-vis des industriels si on est dans une enveloppe qui est sanctuarisée ou si ce n'est pas le cas. C'est notre cas et c'est évidemment une bonne chose. La troisième des choses, avec Boris, lorsque j'ai été nommé, puis ensuite il a été nommé, nous nous sommes dit aussi attention à ne pas aller trop vite non plus pour ne pas tirer suffisamment les conclusions du combat terrestre auquel on assiste en Ukraine. Et c'est pour ça que, depuis juillet, il y a eu ce travail entre les deux états-majors des deux armées de terre pour en tirer des conclusions. On ne peut pas tout dire, il y a des choses qui sont dans le champ du secret défense. Enfin, il va sans dire que sur le cyber, les sauts technologiques à apporter à la nouvelle génération de chars sont absolument colossaux. Absolument colossaux. Pareil sur la robotique, sur la guerre électromagnétique, sur les drones. Donc évidemment, on a aussi voulu tirer conclusion de tout cela. Après, les choses avancent vite, vous l'avez bien entendu désormais, et c'est aussi notre méthode, c'est de se dire, c'est l'automne du MGCS et l'hiver, automne-hiver du MGCS, et donc effectivement, on a donné mandat à nos équipes d'en faire une priorité absolue, ce qui nous permet d'avancer. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Y a-t-il d'autres questions? Je vous en prie. Bonjour, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. Pour revenir sur la question de l'intégration des pays intéressés, éventuellement sous le statut d'observateur dans un premier temps, à quel horizon est-ce que cela peut se faire? Est-ce que vous attendez d'intégrer l'équivalent de la phase 1B ou est-ce que vous envisagez de le faire dès maintenant? Et juste une autre question d'actualité sur le Niger. Il semble que le ravitaillement de la base de Niamey et des bases avancées soit de plus en plus compliqué. Est-ce que vous pouvez y faire quelque chose pour y remédier et combien de temps est-ce que cela peut durer? La situation au Niger, elle est suivie heure par heure, jour par jour, par le président de la République, par le chef d'état-major des armées et par votre serviteur. Et de fait, l'ensemble de ces sujets font l'objet de solutions pragmatiques, toujours évidemment au contact de nos militaires, à qui je veux vraiment rendre hommage, puisque ce sont des soldats qui ont été engagés quand même, je le rappelle, dans la lutte contre le terrorisme et qui depuis maintenant plusieurs semaines sont dans une situation dans laquelle ils ne combattent plus, tout simplement parce que malheureusement la junte ne fait plus de la lutte contre le terrorisme évidemment quelque chose de prioritaire. On voit bien ce qui s'est passé au Mali et on voit bien le visage que cela prend aussi malheureusement au Niger avec la pression terroriste qui ne va cesser d'augmenter. Donc ces soldats qui sont particulièrement sollicités dans des missions opérationnelles de lutte contre le terrorisme sont effectivement dans une position d'attente sur la base aérienne, mais l'ensemble des sujets logistiques sont suivis. Je n'ai pas vocation après à rentrer dans le détail, mais ils sont évidemment intégrés.
Et votre première question était sur les membres observateurs. Pour le coup, nous en avons parlé avec Boris. Souplesse et pragmatisme. Ce qui compte, c'est d'avoir aussi un partage de vues sur ce qu'on attend du char. Je pense que ça, c'est absolument clé. Et on revient aux briques technologiques et aux piliers, qui permet ensuite, tel pardon de cette image, mais un bloc multiprise, d'avoir d'autres pays qui peuvent éventuellement se brancher. Mais je le dis, c'est le travail que nous faisons ensemble, sur les prises que nous aurons, nous, définies. Ce n'est pas être agressif ou être autoritaire avec les autres partenaires, mais on veut quelque chose qui soit stabilisé et qui permet en revanche après de plugger des partenaires avec facilité et éventuellement avec les apports technologiques qu'ils peuvent amener. Et de fait, ce n'est pas un mystère que la relation avec Guido Crosetto est bonne avec Boris, elle est bonne avec moi également, et qu'on a des discussions extraordinairement pragmatiques avec l'Italie, qui doit aussi faire des choix sur sa cavalerie blindée pour l'avenir. Mais je le redis, tout ça s'inscrit aussi dans une réflexion plus otanienne, en disant attention, c'est trop écarté d'une forme d'interopérabilité. En tout cas, on le met dans tous les discours, mais en fait, on s'aperçoit derrière, c'est peut-être un peu moins vrai pour les aviateurs, mais en tout cas, on voit bien que parfois, on a des standards qui commencent à trop s'éloigner, et ça, dans une alliance comme la nôtre, pour le coup, ce n'est pas possible, parce que c'était la promesse initiale, justement, de l'alliance, que d'avoir des capacités militaires qui soient parfois complètement souveraines. Vous connaissez l'histoire française et accessoirement les positions qui sont les nôtres avec le président de la République, mais néanmoins quand même qui doit rencontrer cette interopérabilité. Also, auch dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gerade was die Frage der Beobachter oder des Beobachterstatus angeht, ist es genau der Punkt. Man kann erst einladen dazu, wenn man weiß, konkret beschrieben hat, was wir gemeinsam wollen, und das wird bis Ende des Jahres passieren. Bien, je pense qu'on a épuisé l'ensemble des questions. Merci, vraiment, je veux le redire publiquement, puisque visiblement, les sujets de défense en européen font l'objet d'une surpolitisation par un certain nombre d'opposants, sans d'ailleurs proposer toujours des solutions techniquement, budgétairement, évidemment, fiables. Moi, je veux vraiment rendre hommage à Boris Pistorius dans la manière dont il conduit les différents projets qui sont les nôtres, y compris sur l'aide à l'Ukraine, y compris sur la solidarité que nous avons entre nos deux pays sur des points parfois très durs. On l'a vu avec l'évacuation de nos ressortissants, par exemple, au Soudan, il y a de cela maintenant quelques semaines, et le caractère franc de Boris, où les choses sont toujours dites, les lignes rouges sont claires, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Il y a beaucoup d'honnêteté dans la manière de travailler, et objectivement, j'espère ne pas te poser des difficultés en disant ça, mais une francophilie, et même une francophonie que tu assumes, qui, je le dis sans détour devant notamment nos journalistes, mais aussi nos aviateurs français qui sont ici, qui sont immanquablement une chance qu'il nous faut savoir saisir, puisque je pense que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu ce degré de facilité, de connivence, ce qui ne veut pas dire que parfois les discussions sont pas toniques, mais justement elles sont toniques parce qu'il y a de l'amitié et que c'est facile, et qu'en seulement quelques semaines on a vraiment beaucoup avancé, et je pense qu'on le doit beaucoup à ton caractère. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup.